Je peux dépasser cette camionnette par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, tout dépassement par la droite est interdit, sauf si l'usager devant moi signale son intention de tourner à gauche et que je dispose d'un espace latéral suffisant pour le faire. Dans cette situation, la camionnette est placée dans une voie de stockage pour tourner à gauche et son clignotant fonctionne. Le dépassement est possible. Je peux suivre la voiture qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux mordre sur le zébra. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule hors agglomération. Aussi, pour pouvoir dépasser ces cyclistes, je dois laisser une distance latérale minimum de sécurité de 1,50 m. Si les cyclistes restent bien à droite, il y a tout juste la place pour dépasser sans avoir à mordre sur le zébra, ainsi que le fait l'usager devant moi. Je dépasse tout de même avec prudence. Pour dépasser le camion blanc, je signale maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par principe, je dois signaler une manœuvre seulement lorsqu'elle est réalisable. Or, un coup d'œil dans le rétroviseur gauche montre qu'un véhicule me dépasse. Afin d'éviter de perturber sa manœuvre, j'attends qu'il soit passé avant de signaler mon intention. La ligne continue est précédée de 3 flèches de rabattement. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'interdiction de dépasser s'étend sur 25 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ne faites pas d'interférence sur deux informations qui sont bien distinctes. Une annonce de ligne continue est toujours complétée par 3 flèches de rabattement invitant à revenir à droite. Le dépassement sera effectivement interdit. Il est maintenant probable qu'il sera difficile de dépasser sur 25 km de route sinueuse, mais ce n'est pas systématique, et en tout cas pas annoncé par ce panneau. Cette ligne discontinue interdit le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Posez-vous la question de savoir ce que signifie cette ligne discontinue et à qui elle s'adresse. Cette ligne annonce ici une ligne continue puisqu'elle est complétée de 3 flèches de rabattement. Mais en y regardant mieux, les flèches sont dans l'autre sens et ne me concernent pas. Je suis donc autorisé à effectuer un dépassement. Le ralentisseur est dans l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panonceau rappelle la règle du panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce type de signalisation se répand dans les zones résidentielles où l'on souhaite assurer la sécurité. Alors croyez ce qu'on vous présente. L'intersection est profilée en ralentisseur. Il va de soi que le panneau d'intersection rappelle la règle générale, même si ici on s'oblige à le remémorer avec le panonceau. Je ralentis
et je cède le passage à droite. Sur ce parking, le stationnement est dans une zone bleue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Illimité dans la journée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique la présence d'un parking à droite. Il n'y a aucune indication complémentaire sur le panneau. En effet, aucun symbole ne précise qu'il faille utiliser un disque de stationnement. Je pourrais donc stationner gratuitement et sans limite de temps dans la journée. Le stationnement abusif, supérieur à 7 jours, reste tout de même d'actualité sur un parking. Pour circuler sur cette voie, je dois atteindre au minimum 100 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse maximale sur l'autoroute est de 130 km/h. Mais pour pouvoir utiliser la voie la plus à gauche, la vitesse minimale obligatoire, il faut le savoir, est de 80 km/h. Ceci lorsque les conditions météorologiques et la circulation s'y prêtent. Sur cette route, la vitesse est limitée à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque la question est double comme ici, on vous interroge alors sur la règle et sur l'application de la règle. Il ne faut pas alors s'embrouiller l'esprit. Dans un premier temps, je réponds effectivement que la vitesse est réglementairement limitée à 90 km/h. Ensuite, je réponds sur mon comportement. Et la situation n'est pas propice aux 90 km/h. Je dois ici ralentir à cause du virage et du manque de visibilité à la sortie de celui-ci. Aucun panneau ne se trouve aux entrées de ce rond-point. La priorité de passage appartient à ceux qui circulent sur l'anneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le rond-point de l'Arc de Triomphe à Paris ne possède aucun panneau d'intersection. Ce n'est pas un carrefour giratoire réglé par des cédés le passage. C'est donc le régime de la priorité à droite qui s'applique et non pas celui de la priorité aux usagers circulant sur l'anneau. Je reste très attentif et ne force à aucun moment le passage. Si je ne cède pas le passage aux usagers venant de droite, je risque une perte sur mon permis de conduire de 4 points. Réponse A. 3 points. Réponse B. 2 points. Réponse C. Si je ne cède pas le passage aux usagers venant de droite, je risque une forte amende de 4e classe, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Je passe pied devant le frein. Si l'usager me regarde, oui, réponse A. Non, réponse B. Si l'usager ne me regarde pas, oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai priorité, donc je passe. Ne tenez jamais ce type de raisonnement, ni à l'examen, ni sur la route.
Une intersection, même protégée par un stop comme ici, est un lieu à risque qui réclame de passer le pied devant le frein s'il n'y a pas de visibilité, mais aussi lorsqu'un usager se présente. Celui-ci me regarde. C'est le signe qu'il m'a vu. Mais est-il totalement arrêté et ne va-t-il pas, par étourderie, s'avancer? En cas de problème, je suis déjà prêt à éventuellement m'arrêter. Ce panneau losange jaune sera répété avant chaque intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les 5 kilomètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le caractère prioritaire de cette route commence, reprend ou continue à la sortie de l'intersection. Mais après ce panneau, qu'en est-il de son implantation? Il est implanté après les intersections afin d'informer ceux qui entrent sur l'axe. Il est également implanté tous les 5 kilomètres afin de rappeler le statut de la route. Si un camion ou un attelage caravane se présente à droite, je peux éventuellement changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il y a la règle et il y a la courtoisie. Malgré la règle, la fluidité et la sécurité doivent être assurées. Si, à droite, se présente un véhicule dont l'accélération est difficile, ou si un usager hésite, ou encore s'il m'ignore, j'ai la possibilité de ralentir ou de changer de voie. Attention, encore faut-il que la voie de gauche soit libre. En l'absence de ligne d'effet au sol, je m'arrête à la limite de la chaussée abordée. Réponse A. Au niveau du panneau. Réponse B. Il arrive parfois sur des routes campagnardes que la ligne blanche transversale marquant l'effet du panneau soit absente ou effacée. Dans ce cas, je m'arrête au niveau de la chaussée abordée car le panneau est souvent en retrait. Je circule sur une autoroute. Réponse A. Sur une route à chaussée séparée. Réponse B. Le terre-plein central et la circulation en face m'indiquent que cette route est à chaussée séparée. Le losange ne peut se situer qu'à l'abord immédiat d'une jonction d'autoroute, mais jamais en jalonnement comme ici. Les balises blanches à anneaux rouges indiquent le régime de priorité à appliquer. Réponse A. Précise la position d'une intersection. Réponse B. Délimite la chaussée. Réponse C. Les balises blanches avec un anneau rouge positionnent une intersection. Elles sont mises en place pour que les conducteurs ne soient pas surpris à l'approche de celle-ci. Elles ne déterminent en rien le régime de passage. Il ne faut pas les confondre avec les balises avec capuchon rouge qui délimitent un virage dans les zones fréquemment enneigées. Je risque de rencontrer des enfants à 300 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Le panneau de danger indique la présence d'un endroit fréquenté par les enfants, plus précisément une école, à 50 mètres. Lors des rentrées et des sorties de classe, les enfants se déplacent et je risque donc de les rencontrer dans un large périmètre. Je conduis une camionnette. Il m'est interdit de continuer dans cette rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de prescription interdit l'accès de cette rue à tous les véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit leur poids total à charge. Une camionnette fait partie de cette catégorie de véhicules, aussi, je ne peux pas passer. La circulation va passer sur l'autre chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cônes délimitent dans un premier temps la trajectoire des usagers, puis les contiennent dans la voie de gauche. Les panneaux à fond bleu indiquent que je dois contourner l'obstacle par la gauche. Pour l'instant, rien n'indique que la circulation va passer sur l'autre chaussée. Le piège, c'est de confondre chaussée et voie. Une voie sans issue est interdite de circulation, sauf à celle des riverains. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il existe souvent un doute dans l'esprit en ce qui concerne une voie sans issue, car il arrive qu'elle desserve en effet une résidence privée. Et le fait d'ajouter le mot riverain dans la question entretient le doute. Ne vous trompez pas. Une voie sans issue reste ouverte à la circulation de tous les usagers, sauf ici pour les poids lourds. Même si je ne suis pas riverain, je peux m'engager sur cette route. L'entrée de l'autoroute se situe au niveau des panneaux de direction. Réponse A. À la sortie de l'agglomération. Réponse B. La première proposition est là pour détourner votre attention. N'y cédez pas et regardez toute la signalisation. En effet, on ne s'attend pas à ce qu'une autoroute débute en pleine agglomération et l'on est vite tenté de se précipiter sur la deuxième proposition. Un petit panneau se tient pourtant discrètement en bas du support des panneaux de direction. C'est lui qui nous informe que l'autoroute commence ici même. Il est interdit de s'arrêter avant le panneau. Réponse A. De stationner après le panneau. Réponse B. De s'arrêter après le panneau. Réponse C. De stationner avant le panneau. Réponse D. Le panneau de prescription interdit le stationnement et les panonceaux qui le complètent précisent que l'interdiction s'étend avant et après le panneau. Il n'y a aucune interdiction de s'arrêter. Je peux stationner sur le trottoir devant la voiture grise. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 80 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau me signale que l'interdiction de stationner s'applique pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
Je ne suis donc pas concerné par ce panneau et je pourrais stationner à 80 mètres. Toutefois, l'arrêt et le stationnement sont strictement interdits sur les trottoirs. Pour stationner dans cette agglomération, je dois tenir compte du nom des rues, réponse A, de la date dans le mois, réponse B, des numéros des immeubles, réponse C. En entrant dans cette agglomération, j'entre également dans une zone d'un stationnement alterné semi-mensuel. Avant de stationner, je dois tenir compte de la date dans le mois et des numéros des immeubles afin de choisir le bon côté de stationnement. La première quinzaine, je dois stationner du côté des immeubles portant des numéros impairs. La deuxième quinzaine, c'est le côté des numéros pairs que je choisis. Après le panneau carré, le stationnement sera gratuit. Réponse A. Je vais pouvoir aller stationner. Réponse B. Le premier panneau à droite indique que je quitte une zone où le stationnement était payant et à durée limitée. Désormais, le stationnement ne sera plus réglementé. Attention cependant, car j'aperçois au bout de la file de véhicules un panneau de prescription interdisant l'arrêt et le stationnement. Je ne peux donc pas stationner, au moins jusqu'au feu. Cette caravane est mal stationnée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux ici passer sans regarder. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement peuvent se révéler dangereux à proximité d'un passage à niveau si l'on masque celui-ci. Ce n'est donc pas systématique. En effet, dans ce cas de figure, la caravane est stationnée sur un espace qui ne masque pas la visibilité. Cette ligne ferroviaire semble ne pas être fréquentée, raison pour laquelle il n'y a pas de barrière. Mais cela ne signifie pas que plus aucun train ne risque de passer. Je regarde systématiquement de chaque côté lorsque je traverse une voie ferrée, même si les feux ne fonctionnent pas. Lorsque les pneus sont neufs, la tenue de route est améliorée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le risque d'aquaplaning est écarté. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'un pneu est neuf, l'adhérence et la tenue de route sont meilleures que lorsqu'il est usé. Les sculptures permettent d'évacuer l'eau. Plus elles sont profondes, plus elles peuvent évacuer une quantité d'eau importante. Mais il y a toujours une limite à cette évacuation. Là où un pneu neuf sera en aquaplaning à 100 km/h, un pneu usé le sera dès 80 km/h. Les impacts lumineux sur le pare-brise peuvent être dus à des salissures. Oui, réponse A. Non, réponse B. À des rayures. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un pare-brise rayé ou sali peut engendrer une gêne importante du fait de la constellation lumineuse sur le pare-brise. Le pare-brise sale doit être nettoyé et s'il est rayé, il faudra songer à le changer. Attention, une usure excessive des balais d'essuie-glace peut gravement rayer le pare-brise. Il faut les changer tous les ans. Je baisse le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le soleil est bas et dans cette courbe à gauche, je vais la voir dans très peu de temps face à moi. J'abaisse mon pare-soleil et je réduis mon allure car je vais être ébloui. Cet excès de lumière va gêner ma visibilité et je risque d'apercevoir avec un peu de retard les changements d'allure sur la chaussée. Le port de lunettes de soleil est ici fortement conseillé. Un globe optique sale fait perdre jusqu'à 50% de son pouvoir éclairant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La poussière collée sur les parties vitrées forme une sorte de filtre qui atténue la puissance de la lumière émise par les feux. Je serai donc moins bien vu et je verrai moins bien devant moi. Pour cette raison, je nettoie régulièrement les optiques avec une simple éponge mouillée. Je perds facilement jusqu'à 50% du pouvoir éclairant et parfois plus encore. Pour obtenir le permis de conduire, je dois avoir une acuité visuelle minimale de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au moins 5 dixièmes sur un œil si l'autre est inférieur à 1 dixième. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'acuité visuelle minimale que je dois avoir pour pouvoir obtenir et conserver mon permis de conduire doit être de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. La vue est testée avec correction optique, soit avec les lunettes ou des lentilles de contact par exemple. Dans le cas où une personne est borgne, ou si l'autre œil a une acuité inférieure à 1 dixième, son autre œil doit avoir au minimum 6 dixièmes. Lors de longs trajets sur autoroute, il est recommandé de s'arrêter toutes les 2 heures. Pour laisser jouer les enfants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour reposer le conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les longs trajets sur autoroute sont ennuyeux pour les enfants. C'est pourquoi il est conseillé de faire des pauses régulières, au moins toutes les 2 heures, afin de les laisser, entre autres, se défouler sur les aires de jeu. Ils seront assis à nouveau calmes dans le véhicule et ne perturberont pas le conducteur qui se sera lui aussi reposé. En cas d'incendie dans un tunnel, je demande de l'aide depuis mon portable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rejoins directement un abri de survie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si un incendie se déclare dans un tunnel, il y a certains pièges à éviter. Il est notamment impératif de demander de l'aide depuis un poste de secours car un téléphone portable ne fonctionne pas dans les tunnels et je risque de créer des perturbations radio. Je me range sur le côté, je coupe le moteur, j'allume les feux de détresse, je laisse les clés sur le contact et je quitte mon véhicule immédiatement pour me diriger vers un abri sécurisé. En cas d'accident dans un tunnel, je m'arrête à proximité immédiate pour protéger. Réponse A. En conservant l'interdistance. Réponse B. Un accident sous un tunnel peut prendre rapidement des proportions dramatiques si le feu se déclare. C'est la raison pour laquelle, si la circulation s'arrête devant, pour un accident par exemple, ou pour un bouchon, je dois rester en retrait. En général, l'interdistance indiquée par panneau est de 70 mètres. Je m'arrête donc à 70 mètres. Ne tombez pas dans le piège de croire que l'interdistance n'est valable qu'en roulant. La carte grise doit être changée à chaque changement d'adresse.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les 2 ans, lors du contrôle technique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce n'est pas parce que lors du contrôle technique on appose un cachet sur la carte grise que celle-ci est changée. Ne vous trompez pas. En cas de changement de domicile et dans le mois qui suit, je dois adresser au préfet du département de mon nouveau domicile une demande de renouvellement. Si je n'effectue pas cette déclaration ou si je ne le fais pas dans les délais prévus, je risque une forte amende. En revanche, si je ne déménage pas, la carte grise de mon véhicule restera la même jusqu'au changement de propriétaire. De cette borne d'appel, je peux appeler un dépanneur de mon choix. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention aux termes employés. On précise sur la question un choix possible ou non. Il est vrai que de cette borne je vais pouvoir être dépanné. Mais je ne peux pas choisir le dépanneur car c'est un central téléphonique s'occupant des secours qui appelle le dépanneur de permanence. Avant d'appeler de cette borne, je prends la carte grise du véhicule afin de donner le maximum d'informations sur le modèle de la voiture pour le dépannage. Il est conseillé de s'arrêter au moins toutes les 2 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Durant 20 minutes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Soyez systématique. Un arrêt toutes les 2 heures durant 20 minutes et rien d'autre. L'activité de conduite fatigue. Après 2 heures au volant, le temps de réaction passe d'1 seconde à 1 seconde et demie. Il ne faut pas reculer le moment de se reposer car l'attention s'émousse de plus en plus jusqu'à plonger dans le sommeil. Il faut une bonne vingtaine de minutes de repos pour tout remettre en place. L'alcool augmente le temps de réaction. Réponse A. Diminue les capacités visuelles. Réponse B. Augmente les performances. Réponse C. Engendre un effet de tunnel. Réponse D. Attention aux augmentations et aux diminutions lorsqu'on pose une question sur l'alcool ou la drogue. Lisez bien. Les seules choses que ces produits augmentent, c'est le temps de réaction et le risque d'être impliqué dans un accident grave. Sinon, toutes les capacités physiques ou psychologiques diminuent. En circulant à 130 km/h, je serai à Caen en un peu plus d'1 heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pas de gros calcul à faire, mais 2 chiffres à comparer. 130 km/h et 133 km sont assez proches pour comprendre qu'il faudra un peu plus d'1 heure pour me rendre à Caen. Tout dépend ensuite du trafic et d'éventuelles côtes. Si je dois communiquer un horaire d'arrivée, j'ajoute un bon quart d'heure.